Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les élèves de seconde feront une plongée de 15 jours dans le fameux monde du travail cette année. Le stage du mois de juin, nouveau challenge pour les familles, tout comme pour les professeurs et les entreprises. On en parle dans quelques instants dans la question du jour. Sensibiliser les jeunes des territoires français à la cause du développement durable, c'est la mission de l'Union nationale des maisons familiales rurales. On en parle avec l'un de ses animateurs en seconde partie de cette émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Buin vous présentera un moniteur d'auto-école, comme on en trouve peu sur TikTok. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. L'autorité au cœur de la République, tel était l'objectif du déplacement de Gabriel Attal à Viry-Châtillon à l'occasion de ses 100 premiers jours de son mandat. Une ville marquée par le décès d'un adolescent de 15 ans il y a 2 semaines de cela. Le Premier ministre a commencé son intervention par un premier bilan. Écoutez. Alors qu'ils représentent un Français sur 20, les adolescents de 13 à 17 ans représentent un mis en cause sur 10 pour coups et blessures, 1 sur 5 dans les trafics de drogue, 1 sur 3 dans les vols avec armes. Il y a 2 fois plus d'adolescents impliqués dans les coups et blessures, 4 fois plus pour trafic de drogue et 7 fois plus dans les vols avec armes que dans la population générale. La violence n'attend donc clairement pas le nombre des années. Il est là le vrai scandale. Alors face à ce constat, l'heure n'est plus aux excuses pour le Premier ministre. Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Et c'est vrai que certains leur ont toujours cherché des excuses pour justifier leurs actes. Je le dis, chercher des excuses, ça n'a jamais rendu une vie. Ça n'a jamais réparé le traumatisme d'un jeune agressé. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Alors c'est pourquoi, à la demande d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a annoncé la mise en place d'un Grenelle sur les violences. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. La mobilisation générale de la nation pour renouer avec ses adolescents, juguler la violence, réaffirmer notre projet d'une jeunesse libre et émancipée, reconquérir le droit à la France tranquille, confiante dans l'avenir et sereine dans sa vie. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, de la société civile, des familles, des maires, des élus, des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition. Avec le président de la République, nous souhaitons donc que les corps intermédiaires, l'ensemble des représentants, soient unis dans les prochaines semaines pour en venir à bout. C'est donc parti pour 8 semaines de travail avec un premier bilan à la moitié justement dans 4 semaines. Le Premier ministre a donc égrené des annonces et il dit donc, selon lui, il faut prendre le mal par la racine. Oui, un sursaut d'autorité, sanctionner sans trembler. Voilà ce que veut Gabriel Attal. Et surtout anticiper, il souhaite obliger les élèves à être présents à l'école entre 8h et 18h, donc du lundi au vendredi, en particulier dans les quartiers prioritaires. Il parle également du recours à l'internat. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre, celle de conserver intactes ses chances de réussir, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime. Nous les mettons d'ores et déjà en place. Il entend également responsabiliser les parents en réprimant plus largement et plus sévèrement les manquements de ces derniers à leurs obligations. Les parents défaillants vont faire l'objet également de travaux d'intérêt général. Enfin, Gabriel Attal souhaite qu'il soit possible pour le juge des enfants de prononcer une amende pour les parents qui ne répondent pas à ces convocations. Et pour les fauteurs de troubles, à l'école, là aussi, des sanctions. Je crois aussi que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquence. Et cela ne peut pas rester sans conséquence s'agissant des examens et des bulletins scolaires. Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. Des sanctions qui seront également judiciaires. De ce côté-là, Gabriel Attal compte serrer la vis. Pour sensibiliser chacun à la justice et aux sanctions, je souhaite que les jeunes qui commencent à partir à la dérive, qui sont identifiés au sein de leur établissement scolaire, de leur collège, comme ne respectant pas les règles, que ces jeunes, systématiquement, assistent à une comparution immédiate au tribunal, dans le public, pour comprendre la règle. Par ailleurs, nous allons créer les mesures d'intérêt éducatif qui seront l'équivalent des travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans. Je vous annonce que la circulaire sera signée dans les prochains jours pour une entrée en vigueur dès la rentrée des vacances de printemps. Pour éviter que des jeunes qui tombent dans la délinquance ne puissent rôder chaque nuit, nous proposons un dispositif permettant désormais de les contraindre à un accueil de nuit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Enfin, pour terminer, Gabriel Attal a rappelé également l'un des fondements de l'école, la laïcité, qui redevient donc une priorité pour le Premier ministre. Des annonces qui interviennent quelques heures après cette nouvelle attaque au couteau, c'était non loin de Strasbourg. Et selon les premiers éléments, les faits se sont produits peu après 14 heures. Il s'agit de 2 fillettes qui ont été blessées dans cette agression à Söffel-Vermeinsheim, dans la rue de l'école. Ils sont en urgence relative. L'individu a 28 ans. Il a été interpellé. Les enfants de l'école élémentaire située dans cette rue sont tout simplement confinés. Direction Grand-Sainte dans le Nord. L'enquête se poursuit après le décès il y a 24 heures d'un jeune homme. Il avait 22 ans. Il a été retrouvé le visage défiguré inconscient dans la nuit de lundi à mardi près d'un commerce de la ville. Il est décédé quelques heures plus tard. Écoutez justement le maire de la commune. Aujourd'hui, c'est un drame qui s'est passé avec une violence inouïe, apparemment sur un jeune qui était sur le chemin du retour pour rentrer chez lui après une soirée chez des amis. Il avait 200 mètres à parcourir sur une avenue très fréquentée, une avenue sur laquelle nous n'avons aucun problème. Et le destin, la vie et l'atrocité et la folie de certains a fait que ce jeune homme est décédé. Alors une enquête a été ouverte et ce qui choque, c'est l'âge des suspects âgés de 14 et 15 ans. Ils ont été placés en garde à vue. Une troisième personne est recherchée. Une marche doit être organisée d'ailleurs ce vendredi. On part pour Marseille, violence toujours, avec un nouveau fait envers une directrice d'école. Et là aussi, les faits remontent à lundi, lorsqu'une mère et sa fille se sont présentées au portail de cette école car leur enfant n'avait pas pu participer à une sortie scolaire. L'établissement a tenté de calmer, notamment par la voix de la directrice, mais la grande sœur de l'élève l'a griffé, lui a porté des coups. Bilan 5 jours d'interruption de travail. Son état de santé avec Thierry Pajot, le secrétaire général adjoint du syndicat des directeurs et directrices des écoles, au micro d'RMC. Elle est choquée. Elle était déposée plainte hier, mercredi, contre cette famille. Elle est choquée, elle est chez elle. Ça ne l'empêche pas de travailler, de veiller à la bonne gestion de son école à distance. Thierry Pajot qui déplore également ce genre de situation et surtout une non-préparation de la part des proviseurs. C'est une directrice qui est expérimentée depuis quelques années. La violence face à un directeur d'école, une directrice, on n'est pas préparé à cela. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis directeur d'école. Ça peut arriver demain, ça peut arriver le jour de la rentrée, le 6 mai. On n'est pas préparé. Ça peut arriver à tout instant. Alors sachez que la mère et la fille ont été placées en garde à vue. L'enfant est retourné le lendemain à l'école, mais les familles demandent à présent le changement de l'établissement pour ce dernier. En Guadeloupe, nouvelle opération Place Net XXL pour lutter contre les trafics et les violences. Et sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ordonne l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre. Écoutez. J'ai demandé, suite à une discussion avec monsieur le maire et avec madame la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet de prendre un couvre-feu pour les mineurs qui va s'appliquer à partir du début de semaine prochaine pendant les 2 prochains mois. Donc tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. Et la police nationale appliquera à la lettre évidemment ces demandes. Le couvre-feu sera d'ailleurs effectif et ce, dès 20h. Comme tous les ans, Discover Europe permet à plus de 35 000 jeunes de partir à travers l'Europe en train pendant l'été. Un dispositif qui est mis en place par la Commission européenne et ce depuis 2018. Aux pays qui participent à ce programme Erasmus+, les candidatures donc, ont ouvert en début de semaine à midi. Il se termine le 30 avril à minuit. Les conditions, être né entre le 1er juillet 2005, inclus et en juin 2006. Inclut avoir une carte d'identité, un passeport ou une carte de séjour. Les candidats retenus pourront voyager pendant au maximum une journée, au maximum 30 jours entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025. Ils pourront profiter aussi de réductions sur les visites, sur des activités sportives, culturelles, sur les transports, voire sur le logement. Ils peuvent aussi partir en groupe. Merci Guillaume. Reconquérir le mois de juin, un des objectifs du gouvernement après une année 2023 marquée par l'absentéisme des élèves une fois les épreuves du bac terminées. Et bien pour cela, il y a l'idée du stage de 15 jours en seconde. Alors chance professionnelle ou casse-tête pour les familles, on en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marine Hilario. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au journal L'Étudiant. Merci d'être avec nous sur ce plateau une seconde fois. On est ravis de vous retrouver. Face à vous, nous avons Michel Abervé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel. Vous avez beaucoup de titres honorifiques. Mais en gros, vous êtes un expert de l'économie sociale et solidaire. On peut dire ça? On peut dire ça. Voilà, exactement. Membre du comité d'interaction de la RECMA, du conseil scientifique de l'ADES et du CIRIEC France, trésorier. Enfin bref, ça n'en finit plus. On va comprendre avec vous en
tout cas tout ce que cela veut dire. Dans 2 mois, 560 000 élèves de seconde générale et technologique devront réaliser un stage. Ce stage devra se réaliser entre le 17 et le 28 juin. Le gouvernement a statué sur ces dates de stage, donc fin juin. Et on se pose la question forcément de savoir s'il l'a fait à cette période-là pour maintenir les élèves actifs après la débâcle de l'année dernière où, après les épreuves du bac, plus personne n'allait en cours. Michel Abervé. Oui, je crois qu'à l'évidence, il y a un problème. Pendant que l'éducation nationale est mobilisée pour organiser les examens, les corriger, ce qui est quand même une lourde épreuve, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas d'examen ? Et on a inventé un stage qui pourrait être une bonne idée, mais malheureusement, elle n'a pas été bien préparée. Entre l'annonce faite en novembre et l'ouverture d'une plateforme en mars, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors pourquoi ça pourrait être une bonne idée et pourquoi ça ne l'est pas finalement ? Ça pourrait être une bonne idée parce que effectivement cette question de laisser 15 jours, 500 000 jeunes dans la nature, sans occupation, sans encadrement, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais c'est pas que 15 jours, c'est beaucoup plus long en fait, parce que les épreuves du bac, elles étaient beaucoup plus tôt. Oui, alors... Plus les établissements qui ferment parce que justement ils sont centrés d'examen. C'est ça, mais l'an dernier, il y avait eu, c'était beaucoup plus long. Enfin, le bac bancaire avait fait 3 mois pratiquement. C'était en mars, effectivement. Voilà, là on est revenu sur un calendrier un peu plus raisonnable de ce point de vue, mais c'est vrai que pendant... il ne se passe pas grand-chose dans les établissements scolaires, en dehors des examens, dans la deuxième quinzaine de juin. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Marine Elario, que ce stage, qui n'est en fait pas un stage, mais on va y venir, ce stage de 15 jours est fait pour juste maintenir les élèves finalement en cours, en tout cas les occuper? Oui, en fait, il faut aussi rappeler que là, c'est les élèves de seconde. En fait, depuis toujours, les élèves de seconde, à la fin du mois de mai, ils avaient plus cours parce que justement, effectivement, comme vous le disiez, les établissements, ils commencent à préparer les épreuves, etc. Donc, il y avait les conseils du 3e trimestre étaient passés. Ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, l'année dernière, avec les élèves de terminale qui avaient plus d'épreuves, ou en tout cas plus que la philosophie et le grand oral, il y avait une grande désertion des salles de classe. Donc ça concernait à la fois les élèves de seconde, mais aussi les autres. Et là, l'idée, ça a été de dire, non, mais en fait, il faut quand même reconquérir ce mois de juin. C'est pas normal que l'année scolaire s'arrête fin mai. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se dire que pendant un mois, il faut être en capacité de proposer quelque chose à ses élèves. Donc c'est vrai que sur le fond, l'idée de ce stage, il n'est pas mauvais, parce que c'est toujours une bonne expérience, je pense, à prendre. Voilà, donc il y a des choses très positives. Mais encore une fois, ça a été décidé, je pense, un petit peu à la va-vite. Et il se trouve que là, ça met plus en difficulté les élèves et l'équipe pédagogique qu'autre chose. Et peut-être même les entreprises, on va y venir. Alors effectivement, vous faisiez allusion à la phrase de Gabriel Attal à la rentrée 2023, quand il parlait de reconquérir ce fameux mois de juin. C'était déjà compliqué pour les élèves de 3e de trouver un stage. Est-ce qu'on est un peu dans le bis repetita, selon vous, Michel Abervé? Pire, parce que c'est... au fur et à mesure du stage de 3e, les équipes pédagogiques ont appris à le faire. Le début a été particulièrement difficile, mais là, ça s'était un peu réglé. Et puis surtout, ils ne le font pas tous en même temps. Or là, on met plus de 500 000 élèves à devoir trouver un stage en même temps, alors qu'en plus, c'est la période où leurs enseignants sont le moins disponibles pour les accompagner, parce qu'ils s'occupent des examens, les enseignants, pour la majorité d'entre eux. Et donc, ils sont un peu laissés à eux-mêmes pour trouver un stage qui ne fait pas l'objet d'exploitation pédagogique, puisqu'on ne fait pas de rapport de stage et on ne sait pas devant qui sera présenté le stage à la rentrée. Et puis, voilà, on a mis un stage, et puis on n'a pas un calendrier un peu bizarre, parce que le stage pourrait permettre à des lycéens de découvrir des métiers, d'avoir des profils d'orientation, sauf qu'ils ont, avant le début du stage, déjà fait leur choix d'option en première et qu'ils ne peuvent pas y revenir, même si dans leur stage, ils découvrent quelque chose qu'ils avaient envie de faire.
Ils peuvent juste découvrir notre métier et en tout cas s'occuper. On parle de stage, mais en fait, le vrai nom de ce moment s'appelle séquence d'observation en milieu professionnel. Pourquoi ce choix précis des mots? Est-ce qu'il y a une différence entre stage d'observation, enfin stage, et séquence d'observation? Qu'est-ce qui différencie? Je pense que c'est un peu la même chose. Le stage, c'est un peu le nom commun que tout le monde comprend et qui parle au plus grand nombre. Alors pourquoi l'avoir changé? Alors, parce que le stage, ça relève c'est une appellation du Code du travail, alors que là, on est vraiment dans l'éducation. Et la séquence d'éducation, on ne peut pas demander à un séquence jeune d'observation, on ne peut pas lui demander de participer à la production. Alors que dans un stage, il peut participer à la production. Donc on est sûr qu'il s'ennuie comme ça? On est sur d'observation, en fait. Clairement, voilà, on ne peut pas faire, même pour des questions de sécurité, certains emplois, on ne peut pas, les élèves sont mineurs. Enfin, Et en troisième, on est sur une séquence d'observation ou sur un stage? C'est la même chose. D'accord, donc là, la séquence, elle fait 1 semaine en troisième et 2 semaines en seconde. C'est ça. Sans lien entre elles. Sans lien entre elles. Donc, et les deux sont notés ou pas? Le stage de troisième est noté, fait l'objet d'un rapport. Le stage de seconde... Il n'y a rien de prévu. Non. Pour l'instant, non. Il y a une présentation, a priori, en début de classe de première, devant la classe. On ne sait pas quelle classe. Est-ce que ça sera avec un cours commun à tous les élèves ou est-ce que ça sera dans un cours de spécialité? Est-ce que ça sera avec le professeur principal, celui de l'année dernière? Voilà, ça, c'est pas dit, ça. On ne sait pas. Quand on dit séquence d'observation, ça veut quand même dire davantage d'implication, peut-être encore plus même, de ceux qui vont justement, j'allais dire engager, c'est pas engagé puisque c'est pas un terme contractuel, mais en tout cas proposer effectivement cette séquence d'observation aux élèves. Comment ils vont faire dans les milieux professionnels? Ils n'ont pas envie de faire. Et c'est pas un hasard si on a si peu de propositions, parce que c'est compliqué à faire. 15 jours, c'est long aussi pour une entreprise, surtout pour de l'observation. Parce que c'est vrai, pendant le stage de troisième, souvent, les entreprises, elles font faire le tour des services pour justement faire découvrir le plus de métiers possible. Parce que dans une même entreprise, on va trouver plein de métiers différents. Et là, 15 jours d'observation, ça peut être très long, à la fois pour l'élève, mais aussi pour les équipes encadrantes dans les entreprises. Et oui, parce qu'en fait, il va falloir s'occuper pendant 15 jours, effectivement, de l'élève en question. Dans un papier pour Le Point, une mère de famille n'a pas décoléré quand elle a appris, effectivement, cette séquence d'observation en milieu professionnel pendant 15 jours. Elle dit-elle, un stage d'observation, ça n'intéresse ni les entreprises ni les jeunes. C'était déjà problématique en troisième. Ça n'a aucune raison d'être mis en seconde puisque c'est exactement le même dispositif. Partagé, non? Non, je serais moins catégorique parce que je pense que quand on a la possibilité de faire un stage, c'est toujours... très positif en fait, on va découvrir un nouveau milieu, on va rencontrer des personnes, on va commencer à faire son réseau quelque part en fait, que le stage in fine nous ait plu ou pas plu. En fait, on va découvrir une manière de travailler, un secteur d'activité, peut-être quelque chose qui nous semblait être notre voie et bien finalement peut-être qu'on va se dire finalement je suis peut-être pas spécialement fait pour faire ça, mais j'ai découvert dans un autre service. Donc en fait, je trouve que il y a quand même une utilité en soi à un stage, quel qu'il soit. Mais par contre, ce que j'entends dans la colère, c'est la difficulté pour le trouver, en fait. Et oui, forcément. Difficulté, 500 000 élèves à caser, si je puis dire. Est-ce que ça fait quand même beaucoup? Est-ce que c'est réaliste déjà? Est-ce qu'on peut y arriver? En 10 ans, oui. Oui. En 10 ans. Là, on n'a pas 10 ans. Juin, c'est demain. C'est pas possible d'obtenir en un an 500 000 opportunités de séquences éducatives bien construites, significatives. Parce que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, ça peut être intéressant, mais il faut quelques conditions pour que ce soit intéressant. On est à 2 mois du début de ces stages. On peut penser qu'aujourd'hui, moins d'un élève sur 10 a trouvé un stage, à peu près, d'après les cours, je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Ceux qui les ont trouvés, ils ont essentiellement trouvé parce qu'ils avaient des relations familiales et qu'ils ont mobilisé, ce qui, effectivement, socialement, favorise ceux qui ont plus de relations que d'autres. Mais ça, c'est déjà le cas. C'est pour le cas de troisième où c'est difficile et où les jeunes qui sont de milieu populaire ont moins d'opportunités, mais où les enseignants se mobilisent pour les aider, etc. C'est ça qui va être intéressant, c'est quand les professeurs auront vraiment les moyens d'accompagner déjà dans la recherche de stage et ensuite même pendant le stage, parce que pendant le stage, ils sont aussi garants de ce qui va se passer en entreprise, qu'il y ait bien les missions qui vont être détaillées dans la convention de stage, qu'elles soient bien réalisées ou qu'elles soient bien vues par l'élève.
Et ça demande en moyenne quelques années d'adaptation. On l'a vu pour le stage de 3e, de 3 ans, pour que tout le monde s'adapte en fait à cette nouveauté. Donc c'est sûr que cette année, c'est un peu, on teste. Effectivement, je suis pas sûre que tous les élèves de seconde aient trouvé un stage. Vous parliez effectivement des élèves dans situation un peu défavorisée, et notamment pour tous les établissements qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Qui va trouver le stage? C'est-à-dire est-ce que c'est le chef d'établissement qui va devoir travailler encore d'arrache-pied pour pouvoir trouver les stages pour ses élèves? Et en plus, il n'y a quand même pas eu beaucoup de mobilisation des équipes enseignantes sur ce sujet. En 3e, ça s'est fait. Les équipes enseignantes savent qu'il faut qu'ils y travaillent. En seconde, on leur a dit que ça aurait lieu, mais on ne leur a pas donné réellement d'impulsion pour le faire. Donc, on a des élèves qui sont, pour certains, en inquiétude de ne pas trouver. Et puis pour d'autres qui disent, si on ne trouve pas, on ne trouvera pas. Hein. Mais alors justement, on ne trouvera pas tant que ça, parce qu'en fait c'est obligatoire ce stage, on est d'accord ou pas? Oui, mais il n'y a pas de sanction. Oui et non, voilà, c'est pas... C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai entendu dire que pour certains, ils seront envoyés faire leur SNU. Le SNU, c'est déjà complet à cette période. Puis on peut pas la période, le SNU a une capacité d'accueil limitée. En même temps, la période de fin juin est complète depuis longtemps. Puis on ne peut pas l'imposer, en plus, on ne peut pas dire non, toi tu vas faire un SNU, c'est sur le volontariat, c'est un engagement volontaire. Donc si l'élève n'a pas envie de faire un SNU, il ne fera pas un SNU. Effectivement, il n'y a plus de place en juin, il y a des places encore en juillet, mais voilà, les places ne sont pas illimitées et je pense que le SNU ne peut pas accueillir... Ils annoncent 80 000 places disponibles pour l'édition de juin 2024, les 80 000 sont déjà prises. Il y a 80 000 en tout dans toutes les sessions. Oui. Donc ça fait en moyenne, il va y en avoir 10, 15, 20 000 au maximum pour la session de juin. Il n'y a plus une place pour juin. Il y a déjà une liste d'attente pour le SNU pour juin. Donc à vous écouter clairement, donc en fait le ministère, le gouvernement a demandé des stages de 15 jours, enfin des séquences d'observation en milieu professionnel de 15 jours pour les élèves de seconde, sans leur donner la possibilité, mais on va y venir quand même parce qu'il y a une offre sur le site Un jeune, une solution, mais sans leur donner vraiment la possibilité de le faire, sans sanction. Et donc ces jeunes-là qui sont censés venir au mois de juin pour pouvoir être dans un cadre étudiant ou en tout cas professionnel, finalement se retrouvent sans rien. En fait, dans la circulaire du ministère, ils annoncent que si vraiment on n'a rien trouvé, qu'on n'a pas de SNU, etc., on sera accueilli dans le lycée pour travailler sur son orientation, la découverte des métiers. Ça aussi, c'est encore C'est-à-dire, mais travailler avec qui? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'a priori, cette période, les enseignants, ils sont peu disponibles. Ils sont très peu disponibles. Les établissements, même maintenant, sont déjà totalement dans la préparation du bac. Donc c'est même très compliqué déjà maintenant de s'occuper de cette question-là. C'est pas spécialement non plus la priorité, il faut le dire. C'est vraiment le bac là qui est en jeu. Et le brevet. Et le brevet. Là, on est dans le lycée. Oui, je sais, mais enfin, c'est les centres d'examen, quand dans les établissements, c'est aussi pour le brevet. Donc en fait, il va y avoir clairement beaucoup de personnes absentes à ce moment-là et les établissements désertés. Et puis les établissements qui n'ont pas la capacité d'accueillir les élèves. Les salles sont déjà prises, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, de sortie de salles, etc. Oui, quand je disais désertés par les professeurs qui n'ont pas le temps effectivement de s'occuper de ces élèves-là. Je parlais du site Un jeune, une solution, qui est fait pour combler effectivement les besoins a priori. Et loin des 200 000 annonces promises, la plateforme propose en réalité moins de 4 000 offres. Il y en a un peu plus maintenant. Voilà. Alors effectivement, ça a été rehaussé parce qu'on a senti quelques tensions du côté des familles. Elle a ouvert tardivement. C'est la plateforme en question. Tardivement, avec effectivement 4000 offres en étant généreux. Il y en a qui ont été ajoutées. En particulier, il y a, c'est quand même étonnant, beaucoup de séquences qui sont dans des établissements scolaires. Ce qui, comme façon... Voilà, alors effectivement, l'éducation nationale a mobilisé, la ministre en a pris à son cabinet, M. Attal va en prendre une dizaine à Matignon, c'est quand même un peu gadget, quoi. C'est pas mal de faire un stage à Matignon, quand même. C'est bien. Il en prend 10, il n'en reste plus que 490. Vous ne pouvez pas en prendre 10 000, vous avouerez. C'est pas la solution. Mais enfin, en tout cas, au moins, il y a une découverte de Matignon. Tant mieux, j'espère que c'est la même chose à l'Élysée. Est-ce que, réellement, on peut imaginer qu'alors 4 000 ou 4 500 offres, en tout cas, c'est très loin du compte, puisqu'on a à peu près 500 000 élèves qui ont besoin de cette fameuse séquence d'observation de 15 jours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans le un jeune, une galère À peu près, oui.
peu près. Donc, deux types de réactions, ceux qui s'angoissent et ceux qui s'en foutent. S'il n'y a pas de sanction, on peut s'en foutre, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire en gros. Oui. En soi, oui, parce que au pire des cas, l'établissement va vous noter absent, mais ça... Enfin, le conseil de classe, il va probablement être déjà passé. Vos choix de spécialité, comme vous l'avez dit, ils sont faits. Ça compte pas spécialement sur Parcoursup pour l'année de terminale. Donc, oui, en soi, il n'y a pas de sanction prévue, en tout cas dans les circulaires officiellement, si vous n'avez pas fait cette séquence d'observation. En tout cas, pour ceux qui se motivent, on voit aussi que ça se varie en fonction des territoires, parce que beaucoup de propositions sont faites dans les grandes villes. On l'imagine essentiellement en Ile-de-France, bien sûr, mais beaucoup de villages ou territoires ruraux sont clairement à l'abandon. Par exemple, à La Réunion, clairement, où 11 000 lycéens de seconde sont concernés, eh bien, une petite soixantaine d'offres au total étaient proposées sur le site. Et en Corse, il y en avait 4. En Corse, 4. Si on prend la Réunion, la Corse, mais aussi clairement dans les départements en France métropolitaine, on voit bien que la distance, le transport aussi n'est pas pris en compte, parce que c'est aussi effectivement c'est une vraie question, un coût pour les familles. C'est un vrai problème, et c'est une vraie question parce que alors vous avez à la fois les territoires un peu en campagne où il n'y a pas forcément tout un réseau de transport mais commun. Il y avait du transport scolaire qui s'arrête. Voilà, qui ne sera pas forcément disponible, ou même si disponible, est quand même limité. Enfin, pour se rendre dans les grandes villes, parfois, c'est plusieurs heures de transport. Mais pas que dans les territoires reculés, entre guillemets, hein, parce que même en Ile-de-France, on voit que parfois, suivant où on habite, on en a pour 1 heure de transport en commun le matin, 1 heure le soir. C'est pas rien quand on a 16 ans, tout seul, d'aller traverser Bien sûr. toute la région pour. Et nous, on a interviewé des jeunes, qui étaient un peu en galère. Et on avait un jeune qui nous disait, alors il était dans une autre région, il disait qu'il était prêt à venir à Paris en fait pour trouver, parce qu'il voulait faire dans l'ingé son. Il trouvait pas dans sa région, et il avait commencé à regarder quand même à Paris. Donc ses parents réfléchissent à lui prendre un Airbnb. Ça prend des proportions. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, ça peut être très compliqué, quoi. Oui, évidemment, très compliqué. On a parlé des stages kebab pour les troisièmes, les élèves de 3e qui devaient faire ce fameux stage d'1 semaine. Et ceux qui, effectivement, essayaient de trouver un stage, en fait, qui les intéressait, en tout cas un milieu professionnel ou clairement un métier, précisément, qui leur plaisait, ils n'y arrivaient pas. Et donc, on a appelé ça, le terme n'est pas très heureux, mais enfin, voilà. Il faut voir ce stage, malgré tout, comme une seconde chance, c'est-à-dire une idée, clairement, de pouvoir, si on y arrive, en trouver un, pouvoir découvrir effectivement un milieu. Bien sûr, oui, je pense que dans l'absolu, ça ne peut être que positif. Que le stage, in fine, vous ait plu ou pas forcément plu, vous avez appris quelque chose, vous avez découvert un milieu, ça vous a montré que vous étiez peut-être pas fait pour travailler enfermé à l'intérieur dans un bureau, ou à l'inverse, qu'être à l'extérieur tout le temps debout, c'est pas... On stigmatise beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que ce serait pas l'occasion de les utiliser autrement pour pouvoir trouver justement ce fameux stage, cette fameuse séquence d'observation de 15 jours? Les patrons utilisent assez peu ça. Les jeunes entre eux, oui. Ça dépend quel patron. Vous savez qu'il y a des patrons qui sont quand même sur Instagram et sur les réseaux sociaux. On est à 500 000 postes. Ouais. C'est ça qui... Si on avait tenté une expérimentation avec 50 000, ça, on pouvait jouer sur ça. À 500 000 à trouver en 2 mois, on ne peut pas. Moi, je pense qu'il faut le tenter. Faut pas hésiter. Si on a un contact sur un réseau... Tentez-le, de toute façon, vous n'avez pas le choix, et puis vous ne serez pas sanctionné. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler des stages d'observation en milieu professionnel pour les élèves de seconde qui auront lieu du 17 au 28 juin. Voilà, on vous souhaite plein de chance, plein de courage pour trouver ce stage. Merci beaucoup Marine Hilario d'avoir été avec nous, et Michel Abervé également. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, à l'heure où les élections européennes approchent à grands pas, une initiative pilotée par l'Union nationale des maisons familiales rurales de France, en collaboration avec la Fédération régionale des MFR de Provence, porte un projet absolument génial, un projet qui s'appelle TIDE, Territoires ruraux inclusifs pour le développement durable en Europe. Et on va en parler avec Ronan Deveau. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur territorial en charge du volet pédagogique de ce fameux projet que j'appelle TIDE. TIDE pour marée, c'est ce que vous me disiez hors antenne? Oui, c'est ça, la marée, c'est l'idée que les jeunes prennent la parole et que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Voilà, un projet donc qui souhaite donner la parole aux jeunes en zone rurale, intelligence collective, atelier participatif. Ça a commencé et cela jusqu'en octobre, si j'ai les bonnes informations. Comment ça va se passer très clairement? L'idée que les jeunes s'engagent pour un territoire plus inclusif et durable, c'est leur donner la possibilité de comprendre, de parler entre eux, de s'engager dans leur quotidien? Oui, c'est ça, l'idée c'est de pouvoir créer des safe places, comme on appelle, c'est-à-dire des endroits qui soient sécurisés et sécurisants dans lesquels leur parole va être entendue, prise en compte, de manière à ce qu'il y ait une expérimentation d'un citoyen qui prend la parole et qui s'engage pour sa cité. Mais cela insinue qu'ils ressentaient l'idée, en fait, ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas du tout entendus, finalement, qu'on était complètement focalisé sur les grandes villes et que la ruralité était laissée de côté? Oui, il y a quand même beaucoup cette image chez les jeunes ruraux que quand ils ouvrent la fenêtre, ils voient une vache et c'est leur faute. C'est parce qu'ils ne sont pas au bon endroit qu'ils vivent de ces espaces-là et qu'eux ne pourront jamais parler au président ou à quelqu'un qui pourrait avoir un pouvoir sur les décisions. Et pour autant, ils sont les mieux placés justement pour parler d'écologie, pour parler d'engagement au quotidien. Ils ont une voix très forte. Ils ont une voix, ils ont des idées, ils ont une véritable compréhension à la fois des enjeux du monde, parce qu'ils sont connectés comme partout maintenant, et à la fois une prise un peu plus forte parfois avec la nature, mais ça fait parfois dissonance un peu pour eux. Il s'agit aussi de communiquer sur les directives européennes parce que c'est vrai, je le disais, les élections donc arrivent très très vite, le 9 juin. Bien entendu, je pense que beaucoup de Français en général et de jeunes en particulier sont un peu perdus sur ce que cela veut dire. On en a parlé bien sûr lors de la crise des agriculteurs, mais il s'agit aussi de pouvoir générer quelque chose d'extrêmement positif et inclusif pour tous les Français aujourd'hui. C'est ça. À chaque fois que les MFR, par exemple, vont vers les instances européennes, il y a une oreille très attentive parce que c'est rare d'entendre des jeunes ruraux qui prennent la parole. Et donc, cette parole étant rare, elle est vraiment très bien accueillie. Et c'est ce qui nous étonne parfois. Et c'est ce qui étonne les jeunes aussi qui prennent la parole. Alors, une parole sur, on le disait, sur l'écologie, bien sûr, sur l'éco-citoyenneté, sur la mobilité aussi, l'inclusion, l'accès à la culture aussi, dont on parle peu. C'est vraiment les sujets qui ressortent très souvent. Comment est-ce que je prends le bus pour aller à un endroit, mais aussi quel accès est-ce que j'ai au cinéma, à des concerts qui m'intéressent. Et quand il faut faire 30 minutes, 1 heure, 2 heures de route pour aller voir son chanteur préféré, souvent on ne le fait pas. Et ça amène un sentiment un peu d'être exclu de ce qui est important. Je le disais, vous proposez des ateliers participatifs. Qui va animer ces ateliers ? Alors moi, en partie, vu que j'ai été embauché pour cette partie-là et avec ces compétences à la fois d'éducation populaire, à la fois d'intelligence collective, mais aussi je vais co-animer et l'objectif un peu final, la cerise sur le gâteau, ce serait que des jeunes eux-mêmes animent les ateliers. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces ateliers? Co-animés sur quel thème, de quelle manière ça va s'organiser? Donc, on a mis en place presque un catalogue, on va dire, d'ateliers qui vont parler, pour certains, d'orientation, parce que c'est une grande question aujourd'hui pour les jeunes, donc de 15 à 18, 20 ans, 25 ans. Cette question de qu'est-ce que je fais là, quelle est ma place, et donc du pouvoir utiliser des outils de coaching, par exemple, pour parler de cette question-là, qui varie un peu des parcours plus classiques. Mais il va y avoir aussi une grande journée autour de la différence. On va pouvoir aborder la question du handicap, là aussi avec un jeune qui est en situation de handicap, qui pourra animer une conférence participative, et aussi parler de la question du genre, qui sont là aussi des questions très très importantes, garçons, filles, comment ça se passe. Et donc dans le cadre d'une journée, de pouvoir se faire rencontrer des gens qui sont profondément différents,
On est en discussion avec une association qui travaille en parallèle avec un IME, de manière à ce qu'il y ait aussi une part de personnes porteurs d'autisme qui puissent intervenir dans cet atelier. Parce que c'est vraiment la spécificité de ce projet, c'est la mise en réseau des acteurs locaux, de pouvoir travailler avec à la fois des MFR, mais aussi les missions locales, mais aussi les intercommunalités, le parc régional qui est très impliqué dans ce genre d'action auprès de la jeunesse. Alors les MFR, je rappelle que c'est les maisons familiales rurales. Effectivement, c'est très important de les avoir et d'avoir tous les jeunes avec vous, mais c'est aussi important d'avoir les entreprises, notamment de la région Provence. Est-ce qu'elles sont là aussi investies pour pouvoir, eh bien, dans tous les domaines, quel que ce soit le domaine, que ce soit effectivement scientifique, culturel, agroalimentaire ou autre, pour pouvoir s'investir dans ces questions d'éco-citoyenneté, d'accès à la culture, d'inclusion, de mobilité? Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment dans le projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un projet très rapide, c'est un projet d'1 an. Donc moi, je vais contacter des gens qui sont déjà dans un réseau que je peux avoir. Et comme je viens du milieu associatif, c'est plutôt vers là que je suis allé naturellement. Mais évidemment que les entreprises sont bienvenues et regardent avec intérêt la parole des jeunes, des futurs citoyens et de cette évolution. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de partenaire vraiment sérieux du milieu de l'entreprise. Un projet sur 1 an, ça veut dire que d'ici quelques mois, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous escomptez à l'issue de ce projet Tide? Alors, l'objectif, c'est un forum des jeunes. C'est de pouvoir avoir sur 2 jours un forum dans lequel pourraient participer entre 100 et 200 jeunes qui auraient préalablement appris à prendre la parole, dans le cadre des ateliers, par exemple, et qui viendraient dans le cadre d'un forum ouvert pour dire ce qui est vraiment important pour eux. Cette parole pourrait ensuite, le lendemain, être travaillée avec des acteurs, des partenaires qui vont prendre cette parole et voir qu'est-ce qu'ils en font. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui soient visibles et palpables. Donc ce point d'orgue du forum devrait se finir aussi par on rend compte aux jeunes de ce qu'on a fait de leurs paroles. Parce que c'est aujourd'hui ce qui manque parfois dans ce type d'initiative, c'est que les jeunes ne se rendent pas compte que leur parole est riche, que ce qu'ils amènent est précieux pour les acteurs et les décideurs. Ils ont souvent le sentiment effectivement que ça ne sert à rien finalement de parler parce qu'ils ne seront pas entendus. C'est ça. Pourquoi parler alors que ça ne servira à rien, personne ne va nous écouter. C'est pour ça que le bottom line de Tide, c'est vraiment les jeunes de Provence prennent la parole pour être écoutés. Alors, je sais que ce n'est pas un point politique, mais c'est aussi une façon de les engager sur le plan politique, notamment à l'aune des européennes et puis bien sûr pour 2027. Évidemment qu'à partir du moment où ils se rendent compte que leur action, leur engagement porte ses fruits, l'idée c'est que la motivation derrière continue et qu'on se retrouve avec des jeunes qui grandissent 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui sont de plus en plus actifs à la fois localement mais aussi dans une citoyenneté plus large. Merci Ronan Deveau d'avoir été avec nous sur ce Grand JT pour nous parler de ce projet territoires ruraux inclusifs pour le développement durable en Europe et qui démarre donc en Provence, qui a déjà démarré, c'était de mars donc jusqu'à octobre 2024 avec toute la jeunesse rurale de Provence que l'on salue ici chez School. Merci d'avoir été avec nous Ronan Deveau. Merci beaucoup. On va continuer sur le Grand JT tout de suite avec Guillaume Buan pour sa chronique. Pour votre chronique, Guillaume, vous allez nous parler de ce moniteur de conduite. Il est indépendant à Paris. Il publie ses leçons sur TikTok et il fait parler. Effectivement. Est-ce que vous avez un bon souvenir de votre passage du permis de conduire ou pas? Horrible, mais je l'ai eu. Bravo, félicitations. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose. Et c'est peut-être le cas justement de cette candidate. Regardez. 5 échecs au permis, plus de 120 heures de formation. C'est très chaud ce que tu fais. Vous pouvez pas faire ça? Wow. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Là, à gauche ici? À gauche, ouais. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Putain, c'est chaud. C'est très chaud ce que tu fais. Vous pouvez pas faire ça? Waouh! Là, je fais une connerie. Oh putain! Mais les pointillés, c'est pas pour aller à gauche?
Mais putain, mais la rue, elle est à double sens. L'air dépité, la tête entre les mains, puisque cette conductrice prend donc la route à contresens. Voilà ce que nous fait vivre en fait Chris de Move Drive. C'est son nom sur TikTok. Il n'épargne rien justement à ses apprentis qui occupent le siège conducteur. Alors on ne voit pas dans la plupart de ces vidéos la tête de justement ces jeunes, mais on entend leur voix, des vidéos qui cumulent. Par exemple, celle-ci, 5 millions de vues rien que sur TikTok. En même temps, il est choisi quand même, hein, ses apprentis, parce que prendre une voix en contresens. Donc son ton, forcément, interpelle les réseaux sociaux. Oui, je vais vous lire justement quelques petits témoignages. Le moniteur manque de pédagogie, ou alors, Dieu merci, le mien, c'est bien plus agréable que ça. Des commentaires qui sont laissés sur les vidéos de son compte TikTok, qui a plus de 37 000 abonnés. Christophe Emmanuel, c'est son prénom, ne les regarde même pas, contacté d'ailleurs par nos confrères du Parisien. Il assume entièrement ces vidéos. Cette vidéo, elle ne reflète pas la réalité, dit-il. Il y a un montage, il y a une mise en scène, comme vous avez pu le voir, pour se rendre compte des choses les plus trash, mais cela n'est pas la réalité. Et ça fait longtemps qu'il fait ce genre de vidéos ? Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il fait ça. Alors, le moniteur a 37 ans, il filme en fait ses leçons de conduite pour vous faire un petit peu l'explicatif, pour les poster sur les réseaux sociaux. Il s'explique, un de ses élèves devait tout simplement conduire dans les Yvelines en région parisienne. Il a acheté une petite caméra qu'il a installée sur le tableau de bord de sa voiture pour lui montrer en fait le parcours type et ensuite diffuser sur YouTube. La vidéo a fait son effet. En plus de cela, l'élève a tout simplement eu son permis. Le moniteur a donc décidé de continuer de filmer ces séances pour proposer des contenus également pédagogiques. Regardez. Dans cette situation ici, comme tu peux le voir, je suis suivi par un véhicule derrière. Néanmoins, il est très proche de moi. Comment je le sais? Je le vois pas en entier. Il n'y a pas de route entre moi et lui. Et en plus, je vois même pas ses feux. Ce qui veut donc dire qu'il est super proche. Dans cette situation, on roule à 50. Comme tu peux le voir ici, mon élève, elle roule au maximum de la vitesse autorisée. Devant moi, il y a un feu vert. Je sais pas depuis combien de temps le feu il est vert. À tout moment, il peut changer de couleur. Et donc, je vais devoir m'arrêter le jour du permis de conduire. C'est le cas donc dans cette situation où le feu va passer orange. La question, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on ne passe pas? Un peu comme votre jolie tenue aujourd'hui pour elle passe pas. Si, elle passe très bien, justement. Et alors orange, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vous propose de regarder la suite en fait de cette vidéo. Vous allez sur son compte TikTok. Mais tenez, il y a aussi une autre faute qui est éliminatoire. Est-ce qu'on a un petit problème avec les côtes? Le démarrage en côte? Non, aucun. Aucun problème. Félicitations, regardez. Voilà, donc rappelle-toi, t'es pas pressé avec tes pieds. Lâche pas d'un coup. Essaye de la sentir, c'est-à-dire que quand elle commence à trembler, tu peux commencer à lâcher la pédale de frein et tu bloques au point de patinage. Tu peux faire un test là, vas-y. Je crois non, c'est comme ça. Voilà, encore, elle tremble pas. Voilà, là elle tremble. Lâche le frein. Lâche, bouge pas le pied. Bouge pas. T'as vu? C'est ok? Ouais. C'est pas moi, t'as regardé mes pieds comme si c'était moi. C'est pas moi. Appuie sur C'est moi qui a fait ça? Ben oui, c'est toi. Appuie. C'est ça que je veux te faire comprendre. Un démarrage en côte, il faut pas te précipiter. Des vidéos pédagogiques car ces fautes sont éliminatoires, il est bon de le rappeler le jour J, des vidéos qui ont décollé, surtout sur les réseaux sociaux, des élèves qui prenaient contact avec lui directement. Pour tout vous dire, son planning en fait il est complet, il n'a plus de place. Alors j'imagine que les élèves sont au courant qu'ils ne sont pas filmés, mais en tout cas entendus dans les vidéos. En revanche, est-ce qu'il a le droit de filmer ses cours comme ça et de poster ses vidéos? Alors oui, car il est indépendant, il a cette autorisation, il a une certaine liberté de le faire. Sur TikTok, en plus il a expliqué qu'il ne cherchait pas le buzz, hein. Il voulait vraiment faire de la pédagogie. Non, bien sûr, évidemment. On est bien d'accord. Ensuite, il a fait en fait des comptes tests. Il a remarqué que pour faire des vues, il fallait faire un petit peu plus trash. C'est ce qu'il admet. Mais il voulait faire des comptes humoristiques. Sauf que parfois, bien l'humour, ça a un petit peu de mal à passer. Regardez. Arrête de chialer comme mon élève et remets-toi en question. Elle est éliminée là. Regarde les conneries qu'elle va me faire. Voilà, dans cette situation, il y a un bus, il n'y a pas de visibilité, il y a un passage piéton. Il y a peut-être des gens cachés derrière. Bah non, elle s'arrête pas. Elle arrive comme une balle. Je suis obligé de la piler, de contrôler derrière pour elle. Parce que madame, elle anticipe pas. Voilà, donc là, je lui fais la morale. Je lui dis que s'il y a des enfants derrière, c'est foutu. Deuxième cas de figure, on est dans une rue, à double sens. Je lui dis rien, comme l'inspecteur le jour du permis de conduire. Il y a des véhicules devant. Et là, bingo jackpot. Voilà, bam. T'as vu ma tête? Est-ce que t'as vu ma tête? Regarde bien. Regarde bien comment je suis déçu. Je suis vénère en plus là. Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on voit en fait cette jeune qui pleure. C'est un petit peu ce qui a choqué justement certains internautes. Mais malgré tout, eh bien, l'examinateur s'explique, c'est un montage. Je n'aurais jamais filmé mon élève en train de pleurer, se défend-il. L'idée, ce n'est pas d'afficher les gens. Mais il y a eu la réaction du syndicat des écoles qui a visionné à la demande du Parisien ces vidéos. Alors,
la plupart sont intéressantes, a déclaré le syndicat. Malgré tout, eh bien, ils trouvent ça dommage que ce soit du spectacle. Bon, malheureusement, on sait que les réseaux sociaux sont la plupart du temps du spectacle. Et vouloir faire le buzz pour ce syndicat, ça n'a aucun intérêt. Je vous laisse aller regarder, vous vous ferez votre propre avis. En tout cas, il y a de la pédagogie, il y a de l'humour. À chacun son degré d'humour. Il y a des larmes aussi. Oui, et c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait en parler aussi. Mais dites-moi vos petites remarques sur le démarrage en côte, etc. Et tout ce petit côté un peu quand même... Joker. Ah non, non. Un peu, c'est limite, très limite. Une femme au volant, tout ça, non, il n'y a pas la suite. Pas du tout, clairement pas. Ouais. J'entends. Je me permettrai pas. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Et cette semaine, son invitée, la chanteuse du groupe Madame Monsieur, c'est Émilie Satt. On l'a dit, c'est à 20 ans que tu arrives à Paris. Et tu rencontres ton mari en 2008. Ouais, c'est ça. C'est le coup de foudre tout de suite? De mon côté, oui. Donc, c'est un coup de foudre unilatéral, on va dire. Mais non. Non, en fait, c'était un coup de foudre artistique déjà. Ça, c'était clair que ça marchait instantanément entre nous. Et on s'est rencontrés. Le lendemain, on faisait notre première chanson ensemble et on s'est plus quittés. On dormait ensemble. Vous vous rencontrez dans un univers musical? Dans un bar du 18e qui était un lieu culte du 18e qui s'appelait la Divette de Montmartre. Et où il y avait des petits concerts organisés au bout du bar. C'était vraiment tout petit. Hein. Et ils jouaient ce soir-là. Et on a parlé. Et le lendemain, on faisait notre première chanson ensemble. Et après, on s'est plus quittés. On dormait l'un chez l'autre. On était pas ensemble, mais on mais toi, tu avais toujours tout le temps ensemble. Quand même, moi, je suis tombée rapidement amoureuse de lui. Et lui, il a mis un peu de temps. Il sortait d'une relation. Bref, on va pas... Non, c'est sa vie, ouais. Mais... Enfin, au bout d'un an, on a... T'as été patiente? J'ai été patiente. En fait, non. J'ai arrêté de l'attendre. Et c'est quand j'ai arrêté de l'attendre et que qu'il a vu que j'allais vers d'autres personnes que ça m'a énervé et qu'il est venu vers moi. La jalousie, ça a marché. Et ouais. Vous avez été repéré très rapidement par d'autres artistes avec lesquels vous avez collaboré, Youssoupha, Kerry James. Et vous faites aussi les premières parties d'Ibrahim Malouf. Ouais. Là, vous êtes des jeunes artistes qui sont en train de se faire une vraie place à Paris. Oui, ouais. Bah, on a rencontré notre producteur de l'époque, Guillaume Silvestri, qui nous a proposé une vision qui nous a plu. Il nous a fait rencontrer des artistes, principalement des rappeurs. Bah oui, mais des gros noms. Voilà, et on a adoré collaborer avec eux. Nous, on vient vraiment de la chanson, de la pop. Et ce mélange pop et rap, finalement, c'était hyper instructif dans la façon de travailler. On a découvert une famille, vraiment. Et ça a commencé avec la chanson Smile qu'on a faite avec Youssoupha, qui a cartonné. Et là, ça nous a vraiment ouvert la porte à tout un tas de featuring improbables. Madame, Monsieur et Kalash Criminel, par exemple. Tu penses plus maintenant à ce genre de featuring? Ah si, on adore, bien sûr. On est quand même connus pour être des artistes qui font beaucoup de collaborations. En fait, on est très curieux des autres et de l'expérience de travail en commun qui est toujours enrichissante quand tu vas vers des gens qui ne te ressemblent pas. Déjà, en plus, vous avez l'habitude de travailler à deux. Bah voilà. Un artiste solo, donc... C'est ça. Et d'ailleurs, on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui en solo. Oui, bah c'est très rare. C'est parce que la configuration ne le permet pas. Je me sens à moitié, en fait. Et puis, il y a l'émission qui vous projette. Donc, on est en 2018, vous participez à Destination Eurovision. Ça permet de sélectionner ceux qui vont partir représenter la France à l'Eurovision. Et là, vous gagnez avec le titre dont on parlait au début de l'émission, Merci. À l'époque, on entend partout ce titre, mais vraiment partout. Vous partez en étant les favoris. Comment vous préparez? On se prépare, on compare ça souvent aux sportifs, parce que c'est vraiment c'est une discipline, quoi. Surtout quand on est vraiment senti comme étant parmi les favoris. Déjà, on représente son pays. Tu sais bien ce que c'est de représenter son pays. Voilà, il y a une grosse pression. On est investi de quelque chose. Il y a plein de gens qui sont autour de toi, qui travaillent dans le même sens que toi. C'est la même chose que pour Miss France, quasiment. Je pense que tu as des tournées de représentation. Quand tu pars à Miss Univers, en fait, c'est ce sentiment de représenter ton pays. Ouais. Bah oui. Non, c'est vrai, ça paraît pas, mais même les Miss France, elles ont ce... Mais bien sûr, c'est une mission. Et d'autant plus que là, via l'émission Destination Eurovision, c'était vraiment les Français qui avaient choisi la chanson et qui nous ont choisi nous. Donc on était doublement motivés.
Et après, c'est... Heureusement qu'on était 2, parce que c'est un marathon de promo, de voyage, où tu vas jouer en Espagne, en Angleterre, en Ukraine. Enfin, c'est vraiment à 100% pendant quelques mois, juste avant l'Eurovision. Et après, sur place, c'est dingue. Notre attaché de presse nous avait dit un jour... regardez bien ce qui se passe là, vous le revivrez jamais 2 fois, même si vous cartonnez tout dans votre carrière. Ce qui se passe au moment de l'Eurovision, c'est unique, en fait, en termes de pression, d'émulation et tout. Et donc on se prépare, on se laisse guider, quoi, vraiment. Puis vous êtes 2. Et on est 2, ouais. Et finalement, vous arrivez 13e. Ouais. Est-ce que c'est une petite déception? Sur le coup, c'est un chagrin énorme. Ah oui? Mais franchement, énorme. On a... Parce que les antécédents de la France, c'était des classements plus bas. Mais beaucoup plus bas. Au-delà de ça, c'était pas tellement le fait de faire mieux que ceux d'avance, c'est que effectivement, il y avait dans les paris, dans les sondages, on était très très haut placés. Et il y a eu un décalage entre ce que les gens qui connaissaient la chanson, qui avaient compris son sens, avaient placé dans cette chanson, et la découverte par les 200 millions de téléspectateurs qui ont aimé la chanson, qui ont été touchés, mais qui n'ont pas compris exactement de quoi elle parlait. Donc on n'a pas transformé l'essai au moment du vote du public. Mais le jury professionnel nous a classé 7e, je crois. Donc c'était un gros chagrin lourd. C'est vrai? Ah ouais. On a pleuré, mais parce qu'on a relâché aussi toute cette pression. Ce marathon qui a précédé l'Eurovision. C'était une énorme pression, et puis... il y avait une vraie histoire derrière. Il y avait Merci et sa maman qui nous avait... T'as l'impression que tu leur devais ça? Oui, il y avait un truc fort en plus. Donc c'était dur. Mais on sait que... Enfin, aujourd'hui encore, c'est presque 7 ans après. Les gens nous en parlent avec beaucoup d'émotion. C'est ce que j'allais dire. L'essai est resté, enfin, est réussi pour moi. Oui. C'est vraiment une chanson qui est restée dans le patrimoine de la chanson française. Énormément, ouais. Je pense qu'elle va rester pour longtemps, et c'est ce que nous avaient dit les Eurofans qui sont là. Elle est importante, et elle va rester longtemps. Et ouais, C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Émilie Saad pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce qu'on les prépare aussi à l'après-football ? Oui, complètement. On les prépare à une carrière complète, une carrière de joueur, à l'après-carrière. On les prépare aussi aux éventuels risques dont vous avez parlé, des risques de blessures ou d'autres accidents de la vie. On parle souvent de blessures, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout des jeunes avec leurs forces et leurs faiblesses. Et en fait, on intègre l'ensemble de ces dimensions dans notre accompagnement. On a parlé de l'accompagnement scolaire, mais l'accompagnement éducatif, avec le projet socio-éducatif qui est le nôtre, les prépare à ces éventualités-là, et surtout, passez-moi l'expression, mais à retomber sur leurs pattes, quelles que soient les configurations dans lesquelles ils sont. Ils sortent de là assez puissants et assez forts. Et ça passe par quoi? Par des ateliers, par exemple? Alors ça passe par 4 parcours pour ce qui est du socio-éducatif. En fait, il faut savoir que le jeune qui est accueilli au centre de formation du Paris Saint-Germain, il bénéficie d'un triple projet. Il y a le projet sportif, que vous imaginez. Il y a le projet scolaire. On l'accompagne vers le bac, on l'accompagne même vers des diplômes de l'enseignement supérieur désormais. Et le projet socio-éducatif qui passe par 4 parcours. Le parcours citoyen, comment on devient un citoyen qui défend des valeurs, les valeurs de la République, mais aussi les valeurs du Paris Saint-Germain, de son club. Le parcours éducatif, artistique et culturel, je crois qu'on sera peut-être amené à en parler un peu plus tard, mais l'ouverture culturelle, le parcours santé, fondamental pour tous les jeunes aujourd'hui, mais peut-être encore plus pour un jeune qui veut devenir sportif de haut niveau, et le parcours à venir pour arriver et toucher du doigt ce dont vous parlez, qui nous amène à travailler sur les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à un jeune, qu'il soit au centre de formation du Paris Saint-Germain ou pas même. Créateur de cette chaîne YouTube qui cartonne sur Internet, on ne va pas se mentir, ça s'appelle le Labo des réseaux. Est-ce que vous voulez bien nous montrer, nous expliquer ce que c'est que le Labo des réseaux ? Alors, je suis le co-créateur, puisqu'en fait, en 2019, avec mon frère, on a créé le Labo des réseaux, dans un premier temps, pour répondre à une question personnelle, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver les tutos pour utiliser les réseaux sociaux
on avait beaucoup de mal à trouver ce qu'on cherchait sur le web, et du coup, on l'a créé par nous-mêmes. Et en fait, par la suite, on s'est aperçu que les utilisateurs qui étaient sur les réseaux sociaux, les utilisateurs qui étaient sur les réseaux sociaux, ouais. Ils sont aussi devenus créateurs eux-mêmes. Effectivement. On a eu un phénomène, on est passé d'influenceurs à micro-influenceurs. Et on a accompagné ce phénomène en proposant maintenant des tutos autour de la création de contenu. Et la troisième étape, ça a été l'avènement de l'IA génératrice qui aide les créateurs à faire du contenu plus facilement. Et du coup, on a ces 3 sujets qui sont les tutos pour les utilisateurs, les tutos pour les créateurs et les tutos autour de l'IA. Donc c'est hyper complet, effectivement, et on le voit sur votre chaîne YouTube. Ça s'appelle le Labo des réseaux. Moi, j'ai quand même une question pour commencer aussi. Comment vous êtes vous-même formé à ce métier qui n'était pas vraiment votre métier à la base, si ? C'était pas du tout mon métier à la base. Ouais, on est d'accord. On a une petite jeunesse quand même, c'est que mon frère avait déjà une première chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Me Désinscrire, qui était en fait une chaîne YouTube qui aidait les gens à se désinscrire des sites ou des plateformes, puisque c'était toujours des conditions assez particulières pour pouvoir trouver le bouton « je me désabonne » ou « je me désinscris de cette plateforme ». Et en fait, après, dans la réflexion, on s'est dit pourquoi pas enchaîner sur une deuxième chaîne YouTube, et après c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On explore l'ensemble des réseaux sociaux, et on voit aussi surtout que les réseaux sociaux, ils sont très très riches, les fonctionnalités ils s'ajoutent au jour le jour. Avec l'IA, on a des nouvelles IA qui débarquent à chaque fois, donc les sujets sont quasiment infinis. D'ailleurs, au départ, c'est pas un peuple, les Vikings. Non, d'ailleurs, Bruno de Mézil le dit bien, les Vikings ne sont pas un peuple. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'utilisent pas la majuscule. La Viking, c'est l'association, finalement, de quelques personnes pour une aventure à l'extérieur, soit finalement guerrière, soit commerciale. Voilà. Donc, ce sont des commerçants explorateurs qui, au besoin, font le coup de poing, quoi. Si je caricature un petit peu. Alors, ils ont contribué à modifier la face de l'Europe, et pas simplement de l'Europe. Parce qu'ils font des grandes découvertes. On trouve des Vikings, finalement, sur les fleuves russes. Ils vont commercer avec l'Empire musulman, tout à fait à l'Est. Ils arrivent jusqu'en Sicile, même s'ils ne sont plus, à l'époque, des Vikings. Parce que une autre question que se pose l'auteur, c'est peut-on pas une diaspora viking ? Les Vikings, en fait, encore une fois, ce sont des associations de quelques personnes. Ils sont très peu nombreux dans les pays ou même dans les régions où ils se fixent, comme la Normandie, et ils se mélangent de suite à la population locale. Et donc finalement, ils se diluent très très rapidement dans un tissu humain beaucoup plus large. Mais néanmoins, peut-être, c'est l'une des conclusions de Bruno de Mézil, les Vikings, peut-être, ce qui les caractérise, c'est cette capacité à s'adapter. Ça vous parle, le concept de contrat moral avec les jeunes ? Complètement. Et la personne que vous avez interrogée a totalement raison, en fait, d'avoir cette vigilance-là, puisque souvent, ceux qui sont bons en classe sont bons sur le terrain. Et inversement. Donc il y a un vrai lien, les deux sujets sont liés, et je crois qu'on ne peut pas se dire éducateur sportif aujourd'hui sans avoir la globalité de ce qu'implique l'éducation. En lésant l'école et... Complètement, parce que l'école, c'est d'abord et avant tout des valeurs. Et lui est très strict là-dessus. Il me disait que s'il s'aperçoit, il vérifie les carnets scolaires à chaque entrée sur le terrain. S'il s'aperçoit qu'il y a des absences, des sanctions, il ne joue pas. Oui, il a mis en place un cadre qui lui permet de pouvoir permettre aux joueurs qui l'encadrent de mesurer à quel point la rigueur, elle est importante sur tous les terrains dans lesquels on évolue quand on a cet âge-là. Le terrain sportif et le terrain scolaire et personnel. On l'a dit, Marco, sur votre chaîne YouTube, vous démystifiez aussi beaucoup de technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez la décision qui a été prise par certaines écoles en France, je pense notamment à Sciences Po, mais il y en a d'autres, qui ont décidé d'interdire ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement ? Je ne pense pas qu'il faut interdire l'intelligence artificielle, surtout dans l'enseignement, puisqu'en fait, c'est un fait, l'intelligence artificielle, elle est là. On ne parle pas de quelque chose qui va venir ou quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est présent et qui va prendre de plus en plus de place dans le futur. Il faudrait plutôt que l'éducation s'intéresse au plus près à l'intelligence artificielle et qu'ils mettent les moyens de faire comprendre aux étudiants la bonne utilisation de celle-ci. C'est-à-dire qu'on doit se servir de l'intelligence artificielle comme
assistant pédagogique et non pas comme remplaçant pédagogique. Tout C'est simplement. la crainte des enseignants et qu'on peut comprendre, hein, bien sûr. Mais pour vous, c'est plus une interdiction qui n'a pas autant de sens que la pédagogie et que la formation. Il faut mettre du sens, c'est-à-dire que bien sûr, on va interdire ChatGPT quand on est sur un exercice de rédaction en classe. Mais c'est vrai que maintenant, on ne peut plus demander une rédaction aux élèves, on va dire en travail à faire chez soi, s'il utilise l'IA, ou alors il faut mettre des règles. Et voir. Et en fait, si les professeurs sont formés à l'IA, s'ils savent comment l'utiliser, il peut y avoir un vrai dialogue qui se fait entre l'élève et le professeur sur l'utilisation de celle-ci et sur l'utilisation pédagogique de celle-ci. On n'avait pas retrouvé sa trace jusqu'en 2015. On savait que... 620, mais il y a 200 tonnes d'or surtout. Oui, c'est surtout ça, oui, effectivement. Voilà. Et donc en 2015, on commence à retrouver sa trace. Et là, c'est une guerre de territoire qui se déroule entre d'un côté... la Colombie qui revendique l'héritage parce que le navire s'est échoué, donc a coulé au large de la Colombie. On a aussi l'Espagne puisque c'était un navire espagnol, 300 mètres de long. On a aussi des autochtones parce que selon eux, les trésors qui se trouvent dans ce bateau ont été pillés le temps des colonies sur leur territoire. On a aussi une entreprise spécialisée maritime qui revendique l'héritage puisque selon elle, elle a découvert le bateau dans les années 80. Donc bref, c'est une guerre de territoire. On n'a pas encore l'héritage anglais, hein, peut-être, en tout cas qui ont coulé ce navire. Et figurez-vous quand même, alors on parle de trésor. Mais on le retrouve, le trésor. Alors, le trésor existe depuis quelques jours, début avril. On commence à récupérer des pierres, de l'émeraude et des trésors. Et là, on parle quand même de 200 milliards de dollars à l'intérieur de ce bateau. Le bateau ne sera jamais récupéré. 20 milliards, pardonnez-moi. Oui, bon, c'est mon esprit marseillais. On parlait de Marseille tout à l'heure. 20 milliards de dollars, effectivement. Et donc, il y a une guerre de territoire. On ne sait pas qui va l'emporter. Pour 20 milliards de dollars, ce sera sans doute la Colombie ou l'Espagne. Il y a des chercheurs, des spécialistes, des historiens qui sont en train de travailler pour connaître l'héritage. Voilà pour le ZAP. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation, c'était Théo Boscar. Le son, Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Et puis Guillaume Bian, merci beaucoup. Oui. Merci. Permis, vous l'avez, j'imagine. Oui, je rentre en voiture, là j'y vais justement. Très bien. À demain. À demain. Entier, bien sûr. Bonne soirée à tous.